On va regarder tout ça. Alors, c'est un TP où on aurait fait de la conductimétrie. Donc, un conductimètre, on a déjà utilisé. Donc, d'un point de vue de manipulation, on n'aurait pas appris grand-chose. Donc, c'est pas un TP très embêtant de ce point de vue-là. Donc, je vous rappelle qu'un conductimètre utilise une cellule de conductimétrie. Donc, vous devez savoir qu'une cellule, c'est constitué de 2 électrodes, donc des plaques de platine, qui sont recouvertes de noir de platine. C'est du platine finement divisé. Donc, une surface L séparée d'une distance L. Et l'appareil mesure la résistance de la colonne de liquide entre les deux plaques et convertit ça ensuite en conductivité de la solution. Alors, l'eau distillée est un petit peu conductrice. Ça, c'est parce qu'il y a des ions dedans qui viennent pour partie de l'autoprotolyse et aussi à cause de la dissolution du CO2 de l'air dans l'eau. Donc CO2 plus H2O donne H2CO3 et H2CO3 réagit à nouveau avec l'eau pour donner HCO3- plus H3O+. Donc on peut combiner en une seule équation, CO2 plus 2H2O donne HCO3- plus H3O+, donc hydrogénocarbonate et oxonium. Et donc vous avez dans l'eau un mélange de HO-, H3O+, HCO3-. Donc tous ces ions rendent l'eau un peu conductrice. La loi utile à connaître, c'est la loi de Colroche. Donc la conductivité sigma, c'est la somme des lambda ICI. Lambda I, c'est la conductivité molaire de l'ion I. Et CI, sa concentration. Alors les unités, c'est les unités de la physique. Donc concentration en mol par mètre cube. Sigma, c'est la conductivité en Siemens par mètre. Et du coup, lambda est en Siemens. Et puis mètre moins 3, il faut des mètres moins 1, donc mètre carré. Et puis mol moins 1, pour qu'à gauche, il n'y ait plus de mol. Donc conductivité avec les mol moins 1, d'où le nom conductivité molaire de l'ion I. Donc seuls les ions interviennent dans la conductivité. Donc on ne va pouvoir utiliser cette méthode que si la réaction consomme des ions ou fabrique des ions. Donc ici elle fabrique des ions. Et on va pouvoir suivre l'avancement de la réaction en suivant la conductivité. Puisqu'il y a des ions qui sont fabriqués, la conductivité va augmenter au cours de la réaction. Réglage du conductimètre. Donc vous savez que le conductimètre a une constante de cellule. Et on ne connaît pas sa valeur. Et on ne sait pas si éventuellement, disons qu'il faut régler sa valeur, il faut étalonner le conductimètre. Donc, on prend une solution de chlorure de potassium, K plus Cl-, donc on connaît la conductivité. Et on ajuste la valeur de la conductivité à celle qu'on attend, et du coup, ça ajuste en même temps la valeur de la constante de cellule. Donc je vais faire comme la dernière fois, je passe relativement vite, et si vous n'avez pas eu le temps de tout écrire, je vous mets le corrigé en ligne à la fin du cours. Hein. Et puis je vous l'envoie par mail aussi. Sur cette page 1, tout va bien? Ok. Alors, tableau d'avancement. Donc, notre réactif, c'est un dérivé chloré qu'on va noter RCl, ou qu'on peut noter R par la suite, réactif. Le solvant, c'est de l'eau et de l'éthanol. Donc, c'est un mélange 50-50 en volume. Et ça, c'est une réaction qu'on verra en chimie organique. La liaison carbone-chlore est assez fragile, va se casser et va être remplacée par une liaison carbone-oxygène, liée à lui-même un hydrogène, donc une fonction alcool. Donc, on appelle ça l'hydrolyse d'un dérivé chloré en alcool, et ça libère un Cl- et un H3O+. Donc ça libère 2 ions, donc la conductivité va augmenter, et on va pouvoir avoir accès du coup à X indirectement.
Donc on écrit la réaction à un instant t quelconque avec x, l'avancement volumique. Le coefficient stoichiométrique, c'est 1 partout, sauf ici, c'est 2, mais comme il est en excès, on va pas étudier la concentration de H2O en fait. T1 quart, c'est un quart du réactif limitant a été consommé, contrairement à T1,5 où c'est la moitié. Donc attention, à T1 quart, il reste 3 quarts du réactif, puisque un quart a été consommé. À T1,5, la moitié est consommée, il reste la moitié. Et puis par exemple, à T3 quarts, 3 quarts auraient été consommés, il resterait un quart. Vous avez vu ça dans un BL. Donc T1 quart, évidemment, sera plus petit que T1,5. Donc, pourquoi on a étudié T1 quart ici dans cette réaction? C'est parce qu'en fait, la réaction est assez lente, et donc sur la durée du TP, pour atteindre T1,5, il aurait fallu attendre trop longtemps. C'est pour ça qu'on s'est restreint à T1 quart, qui est plus facilement atteint expérimentalement. On fait une approximation, on néglige l'H3+, qui viennent de l'autoprotolyse. Donc évidemment, à T égale 0, c'est pas tout à fait vrai, mais rapidement, la concentration d'H3+, venant de l'APE est négligeable devant celle venant de la réaction. Alors l'équation de vitesse, si la réaction admet un ordre, c'est K fois R alpha H2O bêta, les deux réactifs, et puis la vitesse par définition, c'est moins dr sur dt. Donc on a deux ordres. Donc si on a deux ordres, deux variables, c'est compliqué. Il faut essayer de se ramener à une seule variable, et pour ça, eh bien, c'est la méthode d'isolement d'Oswald. Si un réactif est en large excès, ici l'eau, alors sa concentration va quasiment pas varier. Et donc la concentration de l'eau, c'est quasiment H2O 0, et l'ensemble devient une constante de vitesse apparente. C'est donc la méthode d'isolement d'Oswald. On se ramène à une seule variable qui est la variable R. Donc dans cette expérience, on ne pourra déterminer que l'ordre par rapport à R et pas l'ordre par rapport à H2O. Donc une fois qu'on n'a qu'une seule variable, c'est la méthode des essais. On postule un ordre simple, donc 0, 1, 2, en général. Hein. Donc ici, je postule un ordre 1. On intègre et on trouve une relation, alors soit sous forme logarithmique, ln de r de t égale ln de c0 moins kt, soit éventuellement on pourrait le mettre sous forme d'une exponentielle. R de t égale C0 exponentielle moins K1t. Alors on va le laisser sous forme ln parce que ça va être plus facile à utiliser expérimentalement ensuite. Puisque notre but c'est de trouver une droite. Et ça c'est l'équation d'une droite. En fait, si on arrive à trouver en fonction du temps quelque chose qui dépendra du temps, on va voir. Alors R de t, on regarde dans notre tableau d'avancement, c'est C0 moins x. Donc on arrive à log de C0 moins x égale log de C0 moins K1t. Et maintenant, on va regarder comment utiliser sigma. Alors on vous donne la relation à trouver. Donc on utilise la relation de Colroche. Sigma, c'est somme des lambda ICI, donc lambda H3+, fois la concentration d'H3+, plus lambda Cl- fois lambda Cl-. Regardez votre tableau, H3+ et Cl-, ils sont produits en même quantité. Ils sont tous les deux égaux à x, donc on peut factoriser par x. Et puis lambda H3+, plus lambda Cl-, ça c'est une constante, je l'appelle lambda pour simplifier. Donc la conductivité de la solution est proportionnelle à l'avancement. Ou alors x égale sigma sur lambda. Et puis si je prends sigma infini, donc lorsque la réaction est terminée, ça fait l'avancement infini, toute la réaction, tout le réactif est transformé en produit, donc l'avancement infini vaut C0. Reprenons l'équation ici, hein, T infini, RCF vaut 0, et tout est sous forme de ROH. Concentration C0, et puis pareil pour H3+, et Cl-.
Donc, log de C0 moins X, C0, c'est sigma infini sur lambda. X, c'est sigma sur lambda. Et de l'autre côté, C0, c'est sigma infini sur lambda. On développe les logs. Log de quelque chose sur lambda, bah, ça fait log moins log de lambda. Et puis pareil ici, log de sigma infini sur lambda, c'est log de sigma infini moins log de lambda. Vous voyez que log de lambda s'en va. Et donc finalement, on arrive à cette relation effectivement, où t c'est notre x, et du coup, ce qui est à gauche, c'est notre y. Si vous tracez ln de sigma infini moins sigma à l'instant t, en fonction du temps, vous allez obtenir une droite dont la pente vaut moins k1. Donc on va trouver la constante de vitesse apparente. Ça va pour ce calcul, qui parfois bloque un peu? Ça va pour celui-là. Ok. Donc l'inconvénient du coup de la méthode, c'est qu'on a besoin de la conductivité à l'infini, c'est-à-dire lorsque la réaction est terminée. Donc il faut être sûr que la réaction soit terminée. Donc expérimentalement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on pourrait attendre très très longtemps, ou alors on fait une réaction à une température basse pendant 20-25 minutes, et puis au bout de 25 minutes, on élève la température, et comme ça la réaction va se terminer plus vite. Donc c'est ce qu'on a prévu, ce qu'on aurait fait expérimentalement. À un moment, on chauffe pour accélérer simplement, pour atteindre l'état final rapidement, et pour pouvoir accéder à sigma infini. Donc on va tracer ça. Alors pour ça, on a besoin donc des mesures. Donc les mesures, je vous les ai données. Sigma et puis sigma infini. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remplir le tableau log de sigma infini moins sigma à l'instant t. Et donc à tracer la dernière ligne en fonction du temps. Donc si vous l'avez fait, vous avez dû obtenir une courbe qui ressemble à ça. Donc là, j'ai repris une courbe d'un groupe des années précédentes. Donc le temps en minutes, en abscisse, log de sigma infini moins sigma t en ordonnée. Et ils ont obtenu une courbe assez magnifique, puisque le coefficient de régression linéaire vaut 0,398. Donc quand vous avez 3,9 expérimentalement, c'est très très beau. En général, 2, on est déjà très content, donc 3, c'est vraiment super. On précise évidemment A, donc le coefficient directeur, et puis l'ordonnée d'origine, et puis on met un titre. Alors, essayez de mettre un titre neutre, hein, c'est juste le tracé de ceci en fonction du temps, éventuellement pour une réaction effectuée dans un solvant, etc. Donc on obtient une droite, conclusion, notre hypothèse. Alors attendez, on n'avait pas terminé la page 2, la page 2, non, la page 3, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est la page 3. Donc à quoi sert le chauffage? Accélérer la réaction, pour être sûr que la réaction soit finie et pour pouvoir mesurer sigma infini. On trace quoi? Donc log de sigma infini moins sigma de t en fonction de t. Si on obtient une droite, l'ordre 1 est validé. Si on n'obtient pas de droite, il faut changer d'ordre. Donc ici, on vous guidait, on vous proposait d'utiliser de tester l'ordre 1. On obtient bien une droite, l'hypothèse ordre 1 est validée. Regardez votre ordonnée à l'origine, elle est intéressante. Elle est intéressante que vous vérifiez qu'elle vaut bien ce qu'on attend, log de sigma infini, vous attendez 2,57, vous obtenez 2,70, bon l'écart est petit, ça va. Vous regardez le coefficient directeur, parce que ça va nous intéresser pour la constante de vitesse apparente. Donc vous mettez bien, quand vous faites une régression linéaire, le coefficient de régression linéaire, l'ordonnée à l'origine, le coefficient directeur.
Ok, alors exploitation maintenant des résultats. Donc on trouve bien une réaction d'ordre 1 par rapport au réactif, donc le dérivé chloré. On ne trouve pas l'ordre par rapport à l'eau, puisqu'il a disparu dans la constante de vitesse apparente. Donc il faudrait faire une autre expérience. Il faudrait mettre RCl en large excès et l'eau en minorité, en défaut. Et dans ce cas-là, vous pourriez trouver l'ordre par rapport à H2O. Donc, dans cette expérience, on ne peut trouver qu'un seul ordre. Alors, la constante de vitesse, on a vu que c'était moins qu'un, le coefficient directeur, donc 1 c'est moins le coefficient directeur. La constante de vitesse toujours positive, évidemment. Combien de chiffres significatifs on met? Regardez vos grandeurs. Sigma est mesuré avec 3 chiffres, donc pas plus que 3 chiffres dans la constante de vitesse. Déjà, c'est pas mal. Donc gardez 3. Et pensez bien à mettre l'unité. Donc pour trouver l'unité, reprenez la loi de vitesse. Regardez la vitesse, c'est une concentration sur un temps. Ici, une concentration, donc K1 est forcément homogène à 1 sur un temps. Le temps est en minutes, attention. Donc K1 en minutes moins 1. On peut le laisser en minutes moins 1. Si on veut, on peut le convertir en secondes moins 1. Mais sinon, si ce n'est pas précisé, on peut le laisser avec le temps en minutes. Donc. Alors, le T1 quart, ça se calcule comment? Prenons notre loi de vitesse d'ordre 1, donc c'est une concentration qui dépend C égale C0 exponentielle moins 4T. Et à T1 quart, attention, il reste 3 quarts de réactif. Un quart a été consommé, il en reste 3 quarts, donc 3 quarts de C0 avec T qui vaut T1 quart. Donc C0 se simplifie. Donc 3 quarts égale exponentielle de moins 4T, ou exponentielle de plus 4T égale 4 tiers. Et ensuite, on passe au log. Kt égale log de 4 tiers. T égale log de 4 tiers sur K. K en minutes moins 1, 1 sur des minutes moins 1, ça fait bien des minutes, c'est bon, c'est homogène. Et ici, on trouve à peu près 12 minutes, 11,9 minutes. Donc, en gardant 3 chiffres comme pour la constante de vitesse. Alors, comment est-ce qu'on détermine le T1 quart expérimental? C'est lorsque la conductivité vaut un quart de la conductivité finale, puisque la concentration des ions libérés vaut un quart de la concentration finale en ions. Donc pour ça, il suffit de reprendre notre tableau de valeurs. Sigma infini vaut 14,82, vous divisez ça par 4. 14,82 divisé par 4, ça fait combien ça? Un petit peu moins que... Entre 3,5 et 4. Entre 3,5 et 4. Vous voyez, ça fait bien dans la zone des 11-12 minutes. Donc c'est cohérent avec la valeur qu'on vient de trouver. Alors, la dernière question vous a peut-être posé des soucis. Donc, nous, on a trouvé une valeur de constante de 2,42 10-2 minutes moins 1. Et ici, on a une autre constante, c'est une autre température à 0 degré. Alors, la vôtre, vous l'avez mesurée à la température de la pièce. On va supposer qu'il faisait 20 degrés. Hein, donc, on va dire K1, c'est 2,42 10-2 minutes moins 1 pour une température de 20 degrés. Et si vous avez fait un petit peu attention, là, c'est des minutes moins 1. Et là, c'est des secondes moins 1. Ah, c'est pas la même unité, donc vous ne pouvez pas les comparer. Donc il faudra évidemment mettre les deux en la même unité. Donc, par exemple, toutes les deux en seconde moins 1. Donc, attention, 2,42 minutes moins 1, c'était 2,42 10,2 je crois.
Ouais, c'est ça. 42, 10 moins 2. Minute moins 1. On convertit ça en seconde moins 1. Alors, ça c'est le piège classique. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, une méthode pour ne pas se tromper, de 42, 10 moins 2. Minute moins 1, c'est divisé par une minute. Donc, c'est 2,42, 10 moins 2, divisé par 60 secondes. Voilà, donc il faut diviser par 60 pour l'obtenir en seconde moins 1. D'accord. Donc, ça nous fait combien, ça? Quelqu'un me fait le calcul? J'ai pas de calculette sous la main. Comme ça, je dirais... 4,04 fois 10 puissance moins 4 secondes. 0,4, 10 moins 4? Oui. C'est-à-dire 4, 10 moins 5, ça m'étonne. Ça doit être plus élevé que ça. Ça serait pas plutôt 4, 10 moins 4? 4, quelque chose, 10 moins 4? Je trouve aussi 4... ah non, 4,03333, enfin 4,03. 4,03, 10 moins 4. Ouais, ça serait ça. Ce qui est sûr, c'est que ça doit être plus élevé qu'à 0 degré. Donc à 20 degrés de plus, l'écart doit être significatif. Donc 10 fois plus grand, ça me paraît raisonnable. Donc ça doit être quelque chose comme ça. Voilà, donc on a la constante à deux températures différentes. On va pouvoir déterminer l'énergie d'activation avec Arrhenius. Donc vous connaissez la relation d'Arrhenius. La constante à une température donnée, c'est A exponentielle moins EA sur RT. Donc la constante à la température T1 avec T1, la constante à T2 avec T2. Et si ce qui nous intéresse est l'énergie d'activation, bah, en divisant l'un par l'autre, A va disparaître. Les exponentielles vont se combiner. Exponentielle de A sur exponentielle de B, ça fait exponentielle de A moins B. Donc on va pouvoir rassembler les exponentielles. Une fois qu'on a fait ça, on passe au log pour éliminer cette exponentielle. Éventuellement, le moins, on peut le rentrer dans la parenthèse. Éventuellement, on peut mettre au même dénominateur T1, T2. Et on va arriver à extraire comme ça l'énergie d'activation. Donc, qui vaut log du rapport des constantes fois RT1T2 sur T1-T2. Et j'ai trouvé 76,8 kJ par mol. J'ai gardé que deux chiffres parce qu'avec deux valeurs, on avait vu que la précision sur la détermination de l'énergie d'activation n'était pas énorme quand on n'avait que deux valeurs de constante. Hein. Donc l'ordre de grandeur, 77 kJ par mol, sachant qu'une énergie d'activation, c'est de entre 10 et 100 kJ par mol. Donc ça convient, c'est dans le bon ordre de grandeur. Donc souvent, ce qui bloque dans ce calcul, c'est qu'on oublie de faire la conversion, ou alors on l'a fait mal, on multiplie par 60 ou au lieu de diviser par 60. Donc si vous faites cette méthode-là, ça marchera à tous les coups. Monsieur, j'avais une question par rapport au sigma infini. Je comprends pas comment comment on le trouve expérimentalement. Est-ce que vous pourriez réexpliquer? Ouais. Donc, nous, on va mesurer sigma pendant 25 minutes en restant à la même température, à 20 degrés. En fait, la réaction, elle n'est pas exothermique. Donc, durant tout le temps de la réaction, on reste à la température de la salle. Et pour atteindre la fin de la réaction, il faudrait attendre, je sais pas, 3-4 heures. Donc, c'est trop long. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au bout de 25 minutes, on chauffe un peu,
En l'occurrence, on prend un bain-marie thermostaté, on se met à 50 degrés, et du coup, la réaction, au lieu d'être à 20 degrés, elle va se faire à 50 degrés. À 50 degrés, la constante va être beaucoup plus grande. Et au lieu d'attendre 3 heures, 20 minutes après, en fait, la réaction est terminée. Donc ensuite, vous refroidissez à 20 degrés, donc vous revenez à la température initiale, et vous faites votre mesure de sigma infini à 20 degrés, pour que ce soit comparable avec l'expérience pendant les 25 premières minutes. Il faut que le sigma soit mesuré à la même température. Pourquoi? Parce que les conductivité des ions dépendent un peu de la température. Donc ça, c'est une mesure de sigma infini après les 20 minutes de chauffage pour que la réaction soit terminée. Et dans ce cas-là, H3 plus et Cl- valent tous les deux C0. Donc en fait, ça nous permet d'accéder à la mesure de C0. D'accord, je vois. Merci. Ok. Alors là, on a fini ce qui est marqué sur la feuille. Est-ce que tout va bien? Avant de continuer, j'ai des compléments ensuite à vous proposer. Donc oui, les étapes, voir qu'un réactif est en large excès par rapport à l'autre, méthode d'isolement d'Oswald, en rentrant ce qui est constant ou quasiment constant dans une constante de vitesse apparente. La méthode des essais, postuler un ordre intégré, et ensuite on trace, on compare, on regarde si on obtient bien une droite, si on obtient bien une droite, l'ordre est validé, et on a la constante. Et puis la relation d'Arrhenius à maîtriser. Alors ce que je vais vous proposer maintenant, c'est le mécanisme de la réaction. Alors le voilà. Donc ça, je vais aller un peu moins vite parce que vous n'avez pas de support dessus et puis vous n'avez rien écrit dessus. Donc ça, c'est l'équation bilan. Donc notre réactif, RCl, donc c'est un carbone à 4 pattes, ici, du tétraédrique, avec une liaison carbone-chlore qui est une liaison polarisée, le chlore plus électronégatif qui porte une charge partielle delta-, et vous le mettez dans un solvant qui contient de l'eau et d'éthanol. Les deux molécules sont des molécules polaires. Donc un solvant polaire est un solvant ionisant qui va ioniser les liaisons polarisées. Donc de la même manière que HCl dans l'eau libère H+, plus Cl-, eh bien CCl dans l'eau va libérer C+ d'un côté et Cl- de l'autre. Donc Cl- s'en va. Et ici on obtient un C+, donc un carbone à 3 pattes, un carbone trigonal, donc d'après VSEPR, environnement trigonal à 120 degrés, localement plan au niveau du carbone. C'est ça un carbocation, cation sur le carbone. Et on dit qu'il est de classe tertiaire parce que le carbone est lié à 3 carbones voisins. Donc, classe, c'est le nombre de carbones voisins. Donc un IR, un terminaire réactionnel, par définition, c'est une espèce qui est ni un réactif ni un produit, et qui est haute en énergie potentielle, qui est instable, donc très réactif. Et puis ce solvant, il est aussi dissociant, donc la paire d'ions va se séparer en 2 ions libres, puisque l'eau est un solvant dissociant, l'éthanol aussi. Donc c'est une étape avec cassure d'une liaison. Casser une liaison, c'est difficile, ça demande beaucoup d'énergie, donc c'est une étape lente, selon le postulat de Hammond. Donc c'est une étape franchement endothermique, donc l'énergie d'activation va être élevée de l'ordre de la valeur de l'énergie de dissociation de liaison. Donc étape lente vers la droite, et inversement, a priori, étape rapide vers la gauche, avec reformation de la liaison. Ensuite, ce carbocation se fait attaquer par l'eau. L'oxygène a 2 doublets non liants. Quelqu'un qui a un doublet non liant attaque facilement quelqu'un qui a une lacune électronique. Donc ça s'appelle une base de Lewis, l'eau. Et celui qui a une lacune s'appelle un acide de Lewis. Donc la base de Lewis fait une liaison avec l'acide de Lewis. On dit aussi que c'est un nucléophile, une espèce riche en électrons, qui attaque un électrophile, une espèce pauvre en électrons.
Donc le nucléophile vient faire une liaison avec l'électrophile. Une liaison CO. Donc on obtient cette espèce avec l'oxygène du coup qui est lié toujours à ces deux hydrogènes, donc qui est chargé positivement, que j'appelle, pour simplifier, ROH2+. Et ROH2+, ça ressemble à H3+. On dit c'est un acide. Donc dans l'eau va jouer le rôle de base, va venir déprotoner l'acide, et l'acide libère la base conjuguée. La base conjuguée, c'est un alcool, c'est ROH, c'est notre produit. Donc regardons, RCl, plus une molécule d'eau, plus une molécule d'eau, plus deux molécules d'eau, donne ROH, plus Cl-, plus H3O+. Donc en fait, on obtient l'équation bilan en faisant la somme 1 plus 2 plus 3. Petite question, est-ce que c'est une réaction par stade ou une réaction en chaîne? Ah zut, je l'ai marqué. Alors justifions si que c'est une réaction par stade ou en chaîne. C'est quoi la différence? Ça nous fera une petite révision. En chaîne, les IR, ils sont régénérés. En chaîne, les IR doivent être régénérés. Donc regardons, notre IR est formé, puis utilisé, et puis après, une fois qu'il est utilisé, on ne reforme pas notre carbocation. Donc, il va falloir repasser par l'étape 1 pour reformer l'IR, puis qui va être utilisé. Donc on va faire toujours les étapes dans le sens 1, puis 2, puis 3, puis 1, puis 2, puis 3. Donc on est obligé toujours de faire les 3 étapes. D'accord ? Donc il n'y a pas d'étape privilégiée qui tournerait toute seule. Sinon, j'ai pas compris. C'est par stade. Donc la réaction est par stade, puisque les IR ne sont pas régénérés ici. L'IR carbocation n'est pas régénéré, et l'IR ROH2+, il est formé, puis utilisé, ça donne le produit. Et si vous voulez refaire du ROH2+, il faut repasser par 1, puis 2, puis 3. Donc ici, c'est une réaction par stade et non pas une réaction en chaîne. Car les IR ne sont pas régénérés. Donc on peut rajouter ici réaction par complexe, donc c'est réaction en plusieurs étapes, par stade, car les IR ne sont pas régénérés. Bon, au passage, l'étape 2, j'ai dit que c'était une étape rapide. Pourquoi? Parce que c'est une réaction de formation de liaison. Donc former une liaison, c'est privilégié. Donc l'énergie d'activation doit être toute petite. Ça doit être rapide. Et puis ça, c'est la troisième étape, c'est une réaction d'échange de protons. Les protons, ça se fait très rapidement, les réactions acido-basiques. Étape rapide de déprotonation. Donc rapide. Alors la question, c'est prévoyez-moi. Hop, pardon. La loi de vitesse. À partir de ce mécanisme, écrivez-moi la loi de vitesse. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps, hein, et puis je vous proposerai une correction d'ici quelques temps.
pensez bien à utiliser les notations simplifiées. Donc celui-là, on l'appelle R+, celui-là, on appelle ROH de plus, celui-là ROH, celui-là RCL. Que les écritures ne soient pas trop lourdes. Bon, je vous donne juste la première étape. La vitesse, on peut la définir par rapport au réactif, mais le réactif, il intervient une fois, il intervient une autre fois dans le sens -1 comme produit. Donc, on peut peut-être utiliser plutôt par rapport au produit. La vitesse, c'est D du produit ROH sur dt, puisque le produit intervient qu'une fois. C'est le produit de l'étape 3, donc il est produit à la vitesse V3. V égale V3. On va partir là-dessus. On prend l'espèce qui intervient le moins de fois possible dans le mécanisme. Ça nous donne la définition de la vitesse la plus simple à utiliser. Mais monsieur, moi j'ai une question. Quand il faut déterminer la loi de Biot, on ne donne pas forcément l'étape cinétiquement déterminante, donc il faut toujours Bah, pas toujours. soit utiliser. Comment dire? Donc ici, quelle étape cinétiquement déterminante? Ça c'est rapide, ça c'est rapide. Alors la première est lente, mais la première, elle se fait dans les deux sens. Du coup, ça complique. On aurait bien envie de dire V égale V1. Ah oui, mais il y a aussi le sens V-1. Donc non, V n'est pas égal à V1. En l'occurrence, si tu regardes la vitesse par rapport à RCL, il est détruit par l'étape 1. Donc la vitesse de disparition de RCL, c'est V1 moins V-1 parce qu'il est reproduit par l'étape -1. Donc V, c'est V1 moins V-1. Ou alors V, c'est V3. Donc ici, c'est pas évident l'étape cinétiquement déterminante à cause du fait que la première étape est considérée comme inversable. Quand il y a des étapes inversables, il faut se méfier. Si il y avait une étape lente non inversable suivie de deux étapes rapides, alors là, effectivement, il n'y aura pas de problème, V égale V1. Mais là, c'est V égale V1 moins V-1. Et du coup, ça se complique. Alors ensuite, qu'est-ce que vous faites? V3, on peut l'écrire V3, non? V égale V3 égale K3 fois la concentration en RH de plus fois la concentration en H2O. Si on sait des fois. Hein. Alors, on va mettre les crochets, ça, on verra mieux. Tac. Voilà. Ok, mais ça, c'est un IR, donc on va pas s'en sortir. Alors, on fait quoi? L'AEQS. Allons-y, l'AEQS. Écrivez l'AEQS sur les IR. Il y a combien d'IR? Il y en a deux. Il y en a deux. Écrivons les deux AEQS. Il y a R+, effectivement, et il y a ROH2+. Donc, on applique l'AEQS à tous les IR, donc ici aux deux IR. Je vous laisse un petit peu de temps. Est-ce que vous pouvez remonter un tout petit peu, s'il vous plaît? Remontez un peu? Oui.
Comme Pour voir ça. la... Hop. Et ça y est, ça a trop remonté. Ah. Parce que je voulais pas montrer la suite. Alors attends. T'as des espaces. Tac, tac, voilà. Alors, allons-y. AQS appliqué à R+. P de R+ sur dt égale, je vous écoute. V1 moins la somme de V-1 plus V2. Alors, il est produit par l'étape 1, V1. Ouais. Il est détruit par l'étape -1. Et il est détruit par V2, avec des parenthèses ici. Voilà. Et ceci à peu près égal à 0. Si je trouve le à peu près égal, ça serait mieux. On a comme ça. Alors. Et pour ROH de plus, vous me dites. Là, juste V2 moins V3. V2 moins V3. Créé par 2, détruit par 3. Ok. Donc, on a V2 égale V3. Ah, donc, notre vitesse qui valait V3 vaut aussi V2. Ah, est-ce que c'est plus intéressant avec V2? Regardons. V2, c'est quoi? L'étape 2, c'est ce truc-là. C'est donc K2 R plus H2O. K2 R plus H2O. Donc je regarde si en prenant l'autre expression de la vitesse, du coup, c'est plus simple. Alors ça fait toujours intervenir un IR, mais c'est pas le même. Donc maintenant l'IR, c'est R+. Donc ça reste quand même un IR embêtant, donc à remplacer. Et oui, mais on a l'autre avec US qui me dit quoi? Qui me dit que V1 égale V-1 plus V2. Et si on regarde, V1 c'est quoi? C'est K1. Il met des majuscules. K1, RCL. V-1, c'est K-1, R plus CL-. Je vais vous mettre les parenthèses après. Et V2,
on l'a ici, on va pas le récupérer. Hop. Voilà. Je vous mets les parenthèses. Tac. Et donc notre première EQS en fait permet de trouver R+. Qui va donc faire qu'un RCl divisé par K-1 Cl- plus K2 H2O. On va enlever le R+, qui est fait. Voilà. Voilà. Donc la première EQS me donne R+. Et donc, il n'y a plus qu'à reporter ça là-dedans. Donc K2, on garde. Ensuite, H2O, on garde. Et on remplace R+. Et voilà la loi de vitesse. Alors après, on met un petit peu d'or là-dedans. On va mettre le K1 d'abord. K1, K2, fois H2O, fois RCl, sur K-1 RCl- plus K2 HO, H2O. Conclusion. Cette réaction admet-elle un ordre? Autrement dit, est-ce que V égale K fois RCl fois H2O avec des alpha et bêta, hein, puisque nos réactifs c'est RCl et H2O. Donc si la réaction admet un ordre, on devrait avoir une loi de vitesse qui ressemblerait à ça, avec des constantes de vitesse, avec des ordres, pardon, que je vais rajouter. Donc ou A et B, allez, ça. Donc A et B en exposant. Alors ça ressemble à ça ou pas? Non, pas vraiment, parce qu'on peut pas avoir le K. Du coup, on peut pas avoir l'ordre global. Il y a le Cl- qui est un produit qui intervient. Il y a l'eau qui est en haut et en bas. Donc effectivement, elle n'est pas sous cette forme-là. Donc la réponse est non. Autrement dit, la réaction n'admet pas d'ordre. Ah, et pourtant, expérimentalement, on a trouvé un ordre 1 par rapport à RCl. Donc là, c'est quand même bizarre. Donc expérimentalement, on a un ordre 1 par rapport à RCl. Alors, est-ce qu'on peut réussir à mettre tout le monde d'accord? Regardons notre plot de vitesse, là, est-ce qu'on pourrait pas mettre ça sous la forme K fois RCl, finalement, avec au prix d'une petite hypothèse, peut-être? Donc ça, c'est notre vitesse. Est-ce que ça pourrait pas être à peu près égal à K fois RCl, à condition que quoi? Que H2O soit en excès. Alors, H2O est en excès, ça c'est sûr. Si Cl- est constant.
Alors, CL-, il n'est pas constant puisque c'est le produit qui est libéré progressivement. Donc, non, il n'est pas constant. Et H2O est en excès, ça c'est sûr. On peut faire l'hypothèse que CL- admet un ordre partiel de 0. J'ai pas compris. Si on fait l'hypothèse que CL- a un ordre partiel de 0. Non, c'est pas ça. Regardez, ici K2H2O et ici K2H2O. Ah ouais, mais il y a K-1, CL-. Qu'est-ce qu'il faudrait simplement? Moins 1 négligeable. Que ce truc-là disparaisse, qu'il soit négligeable devant K2H2O. Alors s'il est négligeable, ah bah K2H2O est en haut et en bas, et se simplifie, et on obtient K1RCl. Donc ça devient à peu près d'ordre 1 par rapport à RCl, si K2H2O est très grand devant K-1 Cl-. Donc il faut que K2H2O soit très grand devant K-1 Cl-. Or, H2O, c'est le solvant, c'est la moitié du solvant, donc il est en très grande quantité, évidemment. Alors ça suffit pas pour être... Ah zut, pourquoi il veut pas... Voilà. Ça suffit pas pour que ça soit très grand devant ça, parce que aussi il y a des constantes qui interviennent. Hein. Donc regardons, il faudrait aussi que... Est-ce que K2 et K-1 sont comparables? Donc regardons notre réaction. K2, c'est quoi? C'est la constante d'une réaction de formation de liaison, qui est donc une étape rapide, donc une constante élevée. K-1, c'est aussi une réaction de formation de liaison. Donc c'est aussi a priori assez élevé. Mais alors, est-ce qu'il y en a une plus grande que l'autre? C'est pas évident. Et on peut dire qu'elles sont sans doute du même ordre de grandeur. Donc K-1 et K2 seraient du même ordre de grandeur, mais par contre H2O est beaucoup plus grand que Cl-. Donc effectivement, ça paraît cohérent. K2, H2O est très grand devant K-1, Cl-. Donc on peut négliger dans la somme, et K2, H2O se simplifie, et on obtient bien un ordre 1. Conclusion, ce mécanisme est en accord avec un ordre 1 par rapport à RCl. Donc ce mécanisme est possible. Et c'est le mécanisme admis pour cette réaction. Donc c'est un mécanisme qu'on reprendra en chimie organique, qui s'appelle un mécanisme de substitution nucléophile de type SN1. Pourquoi SN1? Parce que la première étape, qui est l'étape cinétiquement déterminante, en fait, est une étape monomoléculaire, sous l'influence du solvant. D'où le 1 pour monomoléculaire. Substitution parce qu'un groupe s'en va et est remplacé par un autre. Et nucléophile parce que celui qui arrive est un nucléophile. Donc c'est H2O. D'où le nom SN1. Voilà, ça nous a permis de réviser un petit peu la cinétique à partir d'un mécanisme, comment retrouver une loi de vitesse. Hein. Donc, pensez bien à utiliser de l'AEQS à tous les IR. Et l'AEQS sert d'une part à simplifier la loi de vitesse, et d'autre part à déterminer la concentration des IR. Ici, R+. Et parfois, la loi de vitesse peut être amenée à être ensuite simplifiée quand on trouve un truc un peu bizarre qui n'est pas en accord avec ce qu'on a trouvé. Ben c'est parce qu'il y a un terme qui est négligeable devant un autre, très souvent. Voilà, je vais vous mettre le corrigé complet sur Discord et par mail. Et puis, je reste à votre disposition pour des questions de cinétique. Et sinon, la séance s'arrêtera là. Donc, pour préparer le DS de samedi, je vous incite éventuellement à reprendre QMax, où il y avait vraiment tous les domaines qui sont abordés dans les questions de QMax.
en complément éventuellement de votre cours. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée.